Il y a aux confins de l'Europe un petit État inconnu de la plupart des gens. Cet État n'est pas reconnu au niveau mondial, ce qui ne lui empêche pas d'exister, d'avoir une économie, une vie politique mouvementée, une armée, une culture locale foisonnante. C'est le Karabakh, Artsakh depuis 2017. Des élections présidentielles à 2 tours y ont eu lieu entre mars et avril 2020. Elles représentent un certain intérêt. Avant d'expliquer pourquoi, il faudra tout d'abord raconter brièvement ce qu'est que le Haut-Karabakh, d'où il vient et de quoi il s'agit. Le Haut-Karabakh est un pays montagneux sans accès à la mer, enclavé entre les montagnes du Caucase du Sud à la frontière entre l'Arménie, l'Azerbaïdjan et l'Iran. Son histoire est très ancienne et sujette à des grands débats. La présence humaine y est attestée depuis la préhistoire, comme le montrent les fouilles archéologiques de la grotte d'Azor. Le territoire est christianisé assez rapidement, en même temps que le royaume d'Arménie, en 301, lorsque saint Grégoire l'Illuminateur, qui vient de passer 13 ans dans un cachot souterrain, est gracié par le roi arménien Tirédate IV, qui se convertit au christianisme. Étant placé au carrefour de plusieurs empires en pleine expansion, le Haut-Karabakh passe sous la souveraineté de plusieurs États pour des périodes plus ou moins longues, comme suit la Perse, le califat arabe qui s'implante dans la Transcaucasie, les Mongols, puis encore les Perses, les Ottomans et enfin les Russes. Or, le peuple du Haut-Karabakh a une particularité. Faut pas l'embêter, mais alors pas du tout, hein. La devise de leur pays est « Nous sommes nos montagnes », ce qui reflète bien leur mentalité de montagnards fiers et bourrus qui ont fait de la résistance leur caractéristique principale. En fait, ils n'ont jamais hésité à prendre les armes pour défendre leur indépendance, leur culture, leur religion. En fait, ils ont toujours joui d'un bon niveau d'autonomie, qu'il soit sous les Perses, sous les Ottomans ou pendant l'époque soviétique. Leur histoire est émaillée de révoltes de résistance et le fait d'être la dernière terre chrétienne avant l'immensité du monde musulman centra-asiatique a lourdement façonné leur esprit. En fait, ils ne se sont jamais convertis ni assimilés aux empires qui les ont envahis. Ils ont aussi leur propre épopée, celle de David Bek, héros national qui résista pendant des longues années aux Ottomans, un peu comme fut le cas de Skanderberg pour l'Albanie, ou de Vateples pour la Transylvanie. N'empêche, des populations turcophones, les Tatars, commencent à s'y installer, notamment dans la ville de Chouchi, qui devient avec le temps l'un des plus grands centres culturels du Caucase. On y trouve des églises arméniennes, des mosquées, des imprimeries, des marchés, des centres culturels, de la musique arménienne et azerbaïdjanaise. La cohabitation n'est pas toujours facile, surtout à partir du XXe siècle. Le Karabakh passe sous le contrôle de l'Empire tsariste en 1813, quand les Russes envahissent le Caucase et l'arrachent des mains des Perses. Les territoires arméniens de Perse passent alors aux Russes, et l'Azerbaïdjan, peuplé de Tatars turcophones, est divisé en deux. Le nord, caucasien, aux Russes, et le sud, aux Perses, avec la grande ville de Tabriz. La révolution russe de 1905 déclenche des pogroms arméniens en Haut-Karabakh, et la Première Guerre mondiale passe par là aussi. L'Empire ottoman est en effet allié de l'Autriche-Hongrie, de l'Allemagne et de la Bulgarie contre la France, l'Italie, le Royaume-Uni et la Russie. Les Ottomans décident de se débarrasser des Arméniens en pleine guerre en 1915 car suspectés de pactiser avec l'Empire russe et de lui ouvrir les portes. C'est alors le génocide de 1915 qui réveillera une fois de plus les idées panturquistes chez les Tatars turcophones du Caucase russe. Ensuite, la révolution bolchevique de 1917 provoque une catastrophe. Les bolcheviks prennent le pouvoir, capitulent face à l'Empire allemand, provoquent une apocalyptique guerre civile et la décomposition de l'Empire tsariste, qui explose en une série d'entités étatiques plus ou moins éphémères. Les Turcs ottomans en profitent alors pour avancer au Caucase et y massacrer au passage encore un peu d'Arméniens.
Leur objectif est de créer une continuité territoriale avec l'Azerbaïdjan caucasien, arrivé à Bakou, riche en pétrole et important port de la mer Caspienne, et de là se lancer en Asie centrale, où un grand nombre de peuples turcophones sont en révolte contre les Russes. Leur rêve est en effet de créer un empire turco s'étendant de la Thrace orientale jusqu'au Xinjiang chinois. Leurs projets sont contrés par des brigades arméniennes qui représentent une vraie épine dans leur dos, et enfin par les Anglais qui veulent contrôler les puits de pétrole de Bakou. L'Empire ottoman à la fin capitule en 1918 et leurs troupes quittent le Caucase. Les Anglais prennent le relais et s'y installent. Pour mieux asseoir leur pouvoir, les Anglais soutiennent Rozov Bey Sultanov, un Tatar qui place le Karabakh sous le contrôle de la République d'Azerbaïdjan, qui est née en 1918, tout comme la République d'Arménie et la République de Géorgie. La fête ne durera pas trop longtemps pour les Tatars, car les bolcheviks descendront au Caucase et reprendront le contrôle des anciens territoires de l'Empire tsariste. Staline, qui était géorgien, découpe ci et là le Caucase afin de mieux le contrôler, de le placer sous le contrôle de Moscou. Il punit particulièrement les Arméniens, qui ont beaucoup résisté à la soviétisation, notamment dans le sud de l'Arménie, où il y a eu plusieurs révoltes, notamment entre février et mai 1921. Staline cède alors des territoires à la Turquie, plus précisément les villes de Kars, Igdir et Ardan, qui en passent de devenir une république sous Atatürk. Et il passe aussi des territoires à leurs frères azerbaïdjanais, les régions du Haut-Karabakh et du Nakhitchevan. Le Karabakh demande d'être rattaché à la République socialiste soviétique d'Arménie, mais reçoit le bras d'honneur de Moscou qui crée l'Oblast autonome du Haut-Karabakh, placé en territoire de la République socialiste soviétique d'Azerbaïdjan. Qu'est-ce que c'est un oblast? Un oblast, c'est une sorte de collectivité autonome. En fait, il y en avait plein à l'époque en URSS. Pendant près de 70 ans, il y a une certaine paix, une certaine stabilité. Plus ou moins, ça tient la route. Les Azerbaïdjanais et les Arméniens ne se massacrent pas car Moscou applique la méthode divide et impera et contrôle la région. Le petit oblast donne en outre à l'Union soviétique un certain nombre de personnages très importants, notamment dans l'armée. Par exemple, l'as de l'aviation soviétique Nelson Stepanian, le maréchal Ovanes Bahramian, commandant du front balte pendant la Seconde Guerre mondiale, ou encore le maréchal de l'aviation Sergei Rodiakov, que l'on voit debout derrière Staline dans la célèbre photo du congrès de Yalta en 1945. En fait, les Arméniens du Haut-Karabakh ne se rigolent pas, ils prennent les armes dès que possible. Nous arrivons alors à la fin de l'Union soviétique. Gorbatchev lance sa politique de glasnost et de perestroïka et la question du rattachement du Haut-Karabakh à l'Arménie se représente, normalement en 1988. Des manifestations sont réprimées par la police et des pogroms anti-arméniens ont lieu à Bakou et à Sumgait, que c'est une ville azerbaïdjanaise à 25 km de Bakou. Les déplacements de population deviennent réguliers. Les Azerbaïdjanais quittent les territoires arméniens par peur de représailles et les Arméniens quittent les territoires azerbaïdjanais par peur eux aussi de représailles. Les Arméniens de l'Oblast s'organisent alors en milices d'autodéfense sur le modèle des unités d'autodéfense de l'Empire ottoman, les fameux Fedaï. La situation étant en train de déraper, Moscou décide de placer le Haut-Karabakh sous contrôle militaire. Il décrète l'état d'urgence et tente de désarmer les milices arméniennes avec aussi les OMON, c'est-à-dire les forces spéciales d'Azerbaïdjan. Cela a comme conséquence directe d'enrager encore plus les Arméniens et de leur pousser à se dire une fois de plus que les Arméniens du Haut-Karabakh ne pourront survivre et régler leurs différends qu'avec les armes. Les républiques soviétiques commencent à déclarer leur indépendance et l'Union soviétique commence à dégringoler. Vu l'impossibilité de se rattacher à l'Arménie, l'oblast du Haut-Karabakh proclame son indépendance le 2 septembre 1991.
Désormais, plus aucun compromis n'est possible. L'Azerbaïdjan riposte alors avec l'annulation du statut d'autonomie de l'oblast, et les Arméniens s'en fichent royalement et organisent un référendum en décembre de la même année, qui confirme l'indépendance proclamée en septembre. L'Union soviétique est en pleine décomposition, elle s'écroule en décembre 1991. Peu de jours après, l'Azerbaïdjan, devenu indépendant, lance des opérations militaires pour reprendre le contrôle du Haut-Karabakh, tout d'abord en bombardant la ville de Stepanakert, la capitale de l'oblast. Des volontaires affluent un peu de partout. Des nationalistes turcs, notamment les Lougris, des moudjahidines d'Afghanistan, des Tchétchènes commandés par Shahamid Bazaïev, des mercenaires pour les Azerbaïdjanais. De l'autre côté, un grand nombre d'Arméniens de la diaspora, notamment du Liban, qui se sont déjà fait un peu les os en combattant pendant la guerre civile libanaise, notamment à Beyrouth, viennent en renfort aux Arméniens, qui sont soutenus plus ou moins politiquement par aussi la Grèce. Les premières milices arméniennes sont indisciplinées, mal équipées et mal organisées, mais ont de la motivation, car le souvenir du génocide et des pogroms ne sont pas loin. Ils estiment que l'Azerbaïdjan ne veut pas seulement reprendre le contrôle de la région, mais aussi procéder à un nouveau génocide et attaquer les territoires méridionaux de l'Arménie, notamment le Sionik, afin de créer une continuité territoriale entre l'Azerbaïdjan et le Nakhitchevan. Donc la guerre pour les Arméniens du Haut-Karabakh, mais aussi pour les Arméniens d'Arménie, est pour eux une question de survie, tandis que pour les Azerbaïdjanais, plutôt une question d'honneur et d'intégrité territoriale. Assez rapidement, les milices sont encadrées par des militaires, ce qui permet la prise de la ville fortifiée de Chouchi, où les Azerbaïdjanais bombardaient les villes et les villages d'en bas. Ils arrivent avec 4 chars, 2 hélicoptères et 1500 hommes, alors qu'en face, ils ont les troupes azerbaïdjanaises, les Tchétchènes, l'aviation, un grand nombre de tanks et de camions lance-roquettes multiples, les fameux BM 21 grades, pour un total de 2500 hommes. Depuis, les troupes arméniennes non seulement avancent dans le territoire de l'oblast du Haut-Karabakh en le libérant, mais aussi arrivent à envahir les territoires azerbaïdjanais proprement dits, les territoires adjacents à l'oblast du Haut-Karabakh, créant ainsi une continuité territoriale avec l'Arménie, qui leur viennent en aide à travers des munitions et des hommes et des volontaires. Le cessez-le-feu est signé en été 1994, mais aucun traité de paix n'est conclu. Techniquement, en fait, la guerre, qui a coûté plus de 30 000 morts et 1 200 000 déplacés, et le Haut-Karabakh totalement ravagé, et les bâtiments totalement détruits, et l'économie de l'Arménie totalement ravagée aussi, n'est pas encore terminée, et cela depuis une trentaine d'années. Actuellement, l'Arménie, sur les 4 frontières dont elle dispose, 2 sont fermées. Celle avec la Turquie, qu'elle soutient les revendications de l'Azerbaïdjan, et celle, bien entendu, avec l'Azerbaïdjan. Aujourd'hui, le Haut-Karabakh est une république présidentielle qui n'est reconnue par aucun pays au monde. Un peu comme c'est le cas de la Transnistrie, de l'Ossétie du Sud, du Donbass et de l'Abkhazie. Quoique l'Abkhazie et l'Ossétie du Sud sont reconnus par quelques États, notamment par le Venezuela, allié de la Russie, et par la Russie elle-même. L'ONU considère le territoire du Haut-Karabakh comme faisant partie de jure de l'Azerbaïdjan, qui est aujourd'hui un régime autoritaire régi par la famille Aliyev, qui contrôlait le pays déjà en époque soviétique. Une ligne de contact de plusieurs kilomètres autour de la frontière où s'amassent des troupes et de l'artillerie lourde entoure le nord et l'est du Haut-Karabakh. En effet, 2 principes difficilement conciliables s'opposent. Le droit des peuples à l'autodétermination signé dans les années 70, qui est revendiqué par les Arméniens du Haut-Karabakh, et le principe de l'intégrité territoriale,
qui est revendiqué en revanche par l'Azerbaïdjan. Un groupe de travail, le groupe de Minsk, a été créé afin de trouver une solution à la guerre et de faire de la médiation. Et en font partie la Russie, la France. Et oui, en 1994, nous étions encore présents sur la scène internationale. On avait encore un poids. Et enfin par les États-Unis. La situation en franc reste encore aujourd'hui très tendue avec plusieurs morts chaque année. En tout cas, le Haut-Karabakh, renommé Artsakh en 2017, est un pays à tous les effets. Et il se rêve un peu en tigre du Caucase, un peu à l'instar de la Corée du Sud, de Hong Kong, de Taïwan et de Singapour. Et cela grâce à sa forte croissance économique depuis le début des années 2000, qui a atteint 15% en 2017. Aujourd'hui, le pays compte moins de 150 000 habitants face à l'Azerbaïdjan qui en compte 10 millions et 200 000. Et malgré quelques améliorations économiques dans les infrastructures du Haut-Karabakh, beaucoup d'Arméniens émigrent, notamment en Arménie et en Russie. Sa capitale est Stepanakert. Elle compte près de 60 000 habitants, a une université, un centre culturel francophone, des musées, des restaurants, des parcs, un centre de nouvelles technologies Tumo Center et le monument symbole du pays, Tatik i Papik. Le pays a été peu à peu reconstruit et les monuments musulmans, comme les mosquées perses de Chouchi, retapés, ce qui fait enrager les Azerbaïdjanais qui disent exactement le contraire. La population a vécu dans la misère pendant une vingtaine d'années, aussi en raison des guerres entre oligarques locaux et entre mafias. Mais depuis 5 ou 6 ans, les conditions se sont sensiblement améliorées, grâce aussi aux aides de la part de la diaspora arménienne dans le monde entier, de projets de développement locaux et d'une certaine diversification économique. L'une des nouvelles sources de revenus pour le pays est le tourisme, avec 28 000 entrées en 2018. Mine de rien, le Haut-Karabakh, en effet, possède un remarquable patrimoine culturel et historique. Prenons le village de Vank, par exemple. Il se trouve au fin fond du pays et il présente plusieurs bizarreries. Les murs d'enceinte de l'entrée du village sont couverts de plaques d'immatriculation des véhicules militaires azerbaïdjanais capturés ou détruits pendant la guerre. Il y a un hôtel absurde, en forme de navire, qui appartient à un oligarque originaire du village et qui a fait de la fortune en Russie. Le type était même arrivé à faire arriver le chanteur italien Albano en 2015 pour y faire un spectacle. À ce que l'on dit, en outre, les cuisiniers de l'hôtel étaient des Chinois et avaient appris à parler l'arménien de là-bas, qui est bien différent de l'arménien standard. Attention, vous devez vous imaginer des Chinois qui viennent au fin fond du Haut-Karabakh, ils y restent une année, ils apprennent l'arménien de là-bas du Karabakh, ils rentrent en Chine et se mettent à parler le karabatsi aux Chinois. C'est absolument incroyable. Toujours dans le village, un peu plus loin, à quelques centaines de mètres, il y a une vallée. Et dans cette vallée se trouve la dernière bizarrerie du village, c'est-à-dire une grotte en forme de bouche de lion avec des pattes et tout le reste. La question du Haut-Karabakh est loin d'être un fait secondaire. L'Azerbaïdjan est un gros exportateur de gaz et de pétrole, surtout en direction de l'Europe. Le pipeline BTC part de Bakou, passe par la Géorgie, c'est-à-dire par Tbilissi, la capitale, et termine dans la ville portuaire turque de Seyhan, d'où les navires transportent le pétrole pour l'Europe. Il a une longueur de 1776 km et il s'agit du deuxième oléoduc le plus long de la planète. Mais le BTC passe non seulement par le Kurdistan turc, mais également à seulement quelques kilomètres de la frontière nord avec le Haut-Karabakh et à seulement quelques centaines de mètres de la frontière avec une autre région séparatiste, l'Ossétie du Sud, en Géorgie. Effectivement, le BTC a eu des gros soucis lors de la guerre entre la Géorgie et la Russie en 2008.
Le projet est détenu à 30,01% par BP, anciennement British Petroleum, au 20% par SOCAR, la compagnie pétrolière azerbaïdjanaise, au 5% par Total et au 5% par Eni Agip, la compagnie pétrolière italienne la plus importante. 3 compagnies états-uniennes, une locale, ConocoPhillips et Amerada S, détiennent de grosses parts elles aussi. Aucune compagnie russe n'y participe. Cela montre bien effectivement l'importance du BTC. En outre, l'Arménie, grande protectrice et garante de l'indépendance du Haut-Karabakh, et garante aussi de sa défense de son économie, est le principal allié de la Russie au Caucase. Était frontalière avec un autre allié de Moscou, l'Iran, avec qui les rapports politiques et économiques sont excellents. Toujours l'Arménie fait partie de l'organisation du traité de sécurité collective, qui est une sorte d'OTAN en version russe qui comprend la Russie, l'Arménie, la Biélorussie, le Kazakhstan, le Kirghizistan et le Tadjikistan, et de l'Union économique et eurasiatique, elle aussi à guide russe. C'est une sorte de tentative de la part des Russes et des Kazakhs notamment de créer une continuité économique, militaire et politique et eurasiatique. Les enjeux politiques et économiques du conflit du Haut-Karabakh sont donc immenses, car touchent de près ou de loin un grand nombre d'acteurs politiques et d'intérêts économiques internationaux. Les élections à 2 tours de 2020, en mars et en avril, ont donc été très importantes, car elles ont vu le départ du président Bako Saakyan, qui était au pouvoir depuis 2007, et la course présidentielle entre plusieurs candidats de sensibilités politiques différentes. La politique interne et internationale du Haut-Karabakh est en effet loin d'être ennuyante et reflète plusieurs enjeux. En outre, elle est étroitement liée à la politique arménienne, avec plusieurs politiciens du Haut-Karabakh qui ont poursuivi leur carrière dans les institutions arméniennes. En Arménie, on parle souvent de mafia du Karabakh pour qualifier ces infiltrations. Par exemple, le premier président du Haut-Karabakh, Robert Kocharyan, devint président d'Arménie entre 1998 et 2008, était aujourd'hui en prison en Arménie, accusé de corruption et d'avoir fait tirer sur les manifestants en mars 2008, provoquant une dizaine de morts et plusieurs blessés. L'une des grandes questions sur la table était bien évidemment l'attitude à tenir face à l'Azerbaïdjan. Ligne dure ou tentative de dialogue? En fait, depuis la révolution de velours en Arménie, en 2018, qui a porté au pouvoir le Premier ministre Nikol Pachinian, des tentatives ont été faites pour tenter de trouver des solutions au conflit. Nikol Pachinian a proposé à Ilham Aliyev des dialogues et d'essayer de discuter de la résolution de ce conflit. Des échanges de territoires sont envisagés depuis des années, mais cela n'a abouti à rien de concret, car l'Azerbaïdjan n'en veut pas d'échange. Il veut tout simplement reprendre l'intégralité du territoire. Or, depuis quelques années, on remarque que des mouvements progressistes et ultra-pacifistes ont émergé, notamment chez les millénials lobotomisés, bercés par des familles aisées qui n'ont jamais connu la guerre qui a enfanté le Haut-Karabakh. Il se trouve notamment à Erevan, la capitale de l'Arménie. Ces personnes se disent que les Azerbaïdjanais ne sont peut-être pas si méchants que ça, qu'il suffit de participer à un projet Erasmus+ pour faire la paix, et que pour certains d'entre eux, le Haut-Karabakh devrait même retourner sous la souveraineté de Bakou, lesquels, bien entendu, prendront les dispositions nécessaires à garantir la sécurité des citoyens arméniens. Oui, bon, bref, on connaît cela déjà en France, et d'ailleurs à l'étranger aussi. On appelait cela des collabos, qui au nom de la paix avec l'Allemagne et du pacte Molotov-Ribbentrop, vendaient leurs voisins juifs et léchaient les babouches aux nazis. À la fin, c'est l'ancien premier ministre Araik Harutyunyan qui a gagné avec le 88% des voix au deuxième tour des présidentielles. Et avec lui,
a gagné le parti de l'intégrité du Haut-Karabakh et de la continuité de la politique de son prédécesseur, Bako Saakyan. Maintenant, il faudra comprendre quelle politique le Haut-Karabakh appliquera en lien avec les institutions arméniennes et donc avec la Russie, qui est encore aujourd'hui l'arbitre ultime du Caucase. Espérons que ça ne parte pas encore en vrille comme en avril 2016, lorsque de gros affrontements militaires eurent lieu entre les troupes azerbaïdjanaises et arméniennes à l'est du Haut-Karabakh, causant plusieurs centaines de morts parmi les militaires et parmi les civils. En cette occasion, les troupes azerbaïdjanaises s'en prirent aux civils, bombardèrent des villages et se prirent en vidéo avec la tête d'un soldat arménien d'origine yézidi, Kiaram Zloyan, dont le père avait à son tour combattu pendant la guerre du côté des Arméniens. Faudra alors le rappeler aux pacifistes et aux ONG version Erasmus+, lorsqu'ils parleront encore de compromis avec l'armée azerbaïdjanaise. Si vous souhaitez approfondir l'histoire et la situation du Haut-Karabakh, n'hésitez pas à acheter et à lire quelques livres sur le sujet, même s'il n'y en a pas beaucoup. Je vous en ai trouvé quelques-uns, je les ai lus, et j'ai copié le lien des textes dans la description de la vidéo. Il y en a néanmoins un qui est particulièrement intéressant que je vous conseille chaleureusement de lire. C'est La route de mon frère. Il s'agit de la biographie de Monte Melkonian, arménien des États-Unis qui combattit pendant toute la période de la guerre, de 1991 jusqu'à 1913, année où il perdit la vie. Il est aujourd'hui un héros national et vous trouverez ses portraits un peu partout en Arménie et au Karabakh. Elle a été écrite par son frère Markal Melkonian et raconte la guerre du Haut-Karabakh avec un nombre impressionnant de détails. Voilà, cette présentation est terminée, alors je vous quitte avec une chanson patriotique sur le Haut-Karabakh. La voici. Ay
անասներ Հայեր միացեք հայեր Արցախներ ես կանչում օգնության հասներ Դեռ ճամպա ունի հասնիկ սասում Քաջերի հողը մեզ է սպասում Դեռ ճամփա ունի հասնիկ սասում Քաջերի հողը մեզ է սպասում Պայծառ գալիք է սպասվում հային Այս դժվար պահին լինենք միասին Չի հանգստացել մեր հին թշնամին Ուզում է նորից գոտորել հային Ուսուսի տված արյուծի նման Ետ բերենք հողը հարկը հայության Ուսուսի տված արյուծի նման Ետ բերենք հողը հարկը հայության Հայեր միացեք հայեր Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասներ Հայեր միացեք հայեր Արցախն է մեզ կանչում օգնության հասներ Դեռ ճամպա ունի հասնիկ սասում Քաջերի հողը մեզ է սպասում Դեռ ճամփա ունի հասնիկ սասում Քաջերի հողը մեզ է սպասում